tous, ils sont russes et ils sont riches. À Moscou, les nouveaux multimillionnaires affichent sans gêne leur réussite sociale. L'économie soviétique a été balayée par un capitalisme sauvage. Des milliers de personnes se sont retrouvées à la rue. Face aux statues de Lénine, le capitalisme triomphe donc pour le plus grand bonheur de quelques individus qui ne savent plus quoi faire de leur argent. Capitalisme à la russe, c'est un document Committee Production présenté par Daniel Noquin. En 15 ans, la capitale russe est passée de la grisaille soviétique à la ville lumière aux 4000 clubs, restaurants et autres casinos. Ce sont les millionnaires et leurs excentricités qui ont transformé la ville. Cette voiture est totalement ridicule. Constantin Andrekopoulos est un expatrié français. Il travaille depuis 10 ans dans le luxe à Moscou. Ce soir, accompagné d'un ami photographe et de jeunes mannequins, il est invité par la boîte de nuit la plus sélecte de la capitale. La soirée s'annonce explosive. Quand on s'amuse à fond. Les gens sortent beaucoup, payent beaucoup. Ils veulent en tirer le maximum de plaisir, d'émotion, de nouveautés, en dépensant le maximum. À 5 minutes du Kremlin, voici le paradis, le rail en russe. Le club est situé dans une ancienne chocolaterie. Pour Constantin et ses amis, pas la peine de faire la queue. Ils sont invités et peuvent emprunter l'entrée des VIP. Les millionnaires adorent Moscou et ses fêtes particulièrement débridées. Et ce soir, ils sont servis. Constantin est choyé, il a sa propre table réservée. Un privilège à 2000 € qui lui est offert par un homme un peu particulier. Andreas est un ancien du KGB, même s'il n'en a pas forcément le look. C'est le directeur du club. On est amis depuis très longtemps. Et c'est un gars vraiment très bien. Il a créé ce club, il a pensé. Et c'est lui qui réunit tout ce public. Ici, on est entre amis VIP. Et ce sont tous vos amis? Oui, que des amis. Des invités fidèles, des gens bien. Un personnage étonnant formé à l'école des espions soviétiques, mais qui s'est vite reconverti dans le business des nuits chaudes de Moscou. Ça, c'est la Russie! Attention toutefois, les personnages que nous venons de découvrir ne sont pas des millionnaires. Les vrais riches sont là-haut. Là-haut, c'est des tables avec cabine privée, avec traitement VIP. Donc là, on monte de 5 à 10 000 $. 10 000 $, soit 7 000 € la soirée. À ce prix-là, les privilégiés ont droit à 10 bouteilles de champagne et à une chambre à coucher en forme de grotte. Pour trouver des millionnaires, il faut se rendre dans les nouveaux quartiers. Nous sommes à l'ouest de Moscou, dans une forêt de pins défigurée par des panneaux publicitaires pour des produits de luxe. C'est la route de la Roublovka, surnommée l'avenue des millionnaires. Ici, les promoteurs construisent de petits palais. Voici filmés en caméra cachée les résidences officielles du gouvernement russe et les demeures d'exception des nouvelles grandes fortunes. Ici, pas de datcha en bois, mais des demeures à plusieurs millions d'euros. Les styles sont très variés et parfois très kitsch. Les millionnaires affichent leur fortune dans un décor de parc d'attractions. Exceptionnellement, l'un d'entre eux a accepté de nous faire entrer chez lui. Bonsoir tout le monde. Rentrez vite, il fait froid. Il s'appelle Vadim Varchavski, un multimillionnaire qui a fait fortune dans l'acier. Il tient à nous prévenir, il trouve que sa maison n'est pas du dernier cri. C'est une vieille maison, elle a été construite dans le style russe. Elle a 9 ans déjà. On n'en fait plus des comme ça aujourd'hui. Pourtant, elle a tous les attributs d'un confort cossu. Ici, c'est l'espace détente. On a un billard, une salle de cinéma, voilà l'écran.
Там у меня бассейн. Et par là, c'est la piscine. Такой небольшой бассейн. Bon, elle n'est pas très grande, mais chaque matin et soir, j'arrive à faire des longueurs. Il y a un appareil pour créer du contre-courant. Et là, c'est notre sauna. Mais bon, tout ça, c'est pas grand-chose. À Londres, j'ai une autre maison, et en comparaison, c'est un vrai palais. Vadim Varchavski dispose donc d'une seconde résidence, mais aussi d'un hélicoptère et d'un yacht de 45 mètres en Méditerranée. Ce soir-là, le personnel de maison a mis les petits plats dans les grands. Vadim fête l'anniversaire de son beau-fils. Et pour être à la hauteur, il n'a pas lésiné sur la dépense. On veut t'offrir une Rolex. C'est un modèle spécial. Moi qui connais bien les montres, je peux te dire que pour en avoir une comme ça, il faut attendre au moins 2 ans aux États-Unis. Prix du cadeau, 20 000 €. 3 ans de salaire moyen d'un moscovite. Mais en Russie, tout le monde n'est pas à la fête. Nous ne sommes qu'à 20 km du Kremlin, dans la banlieue de Moscou. Ici, le temps semble s'être arrêté. Les maisons sont en bois et ont toutes leurs petits lopins de terre. Vladimir Girnov, un retraité de 61 ans, habite ici depuis toujours, avec Tatiana, son épouse. Conséquence de la crise du logement, 3 générations se partagent le même toit. Voilà, c'est la chambre de mes 2 petites filles ici. Et ici, c'est la pièce de mon fils et de sa femme. 6 personnes dans 70 mètres carrés. Et comme chaque matin, Vladimir observe avec inquiétude à travers la fenêtre. Regarde, ils viennent de mettre une nouvelle grue dans la nuit. En fait, la maison de Vladimir est cernée par des immeubles en construction. Aujourd'hui, les promoteurs veulent étendre le chantier et raser les dernières bâtisses en bois. Pour déloger les habitants, ils ont une méthode qui a déjà fait ses preuves ici même. Un assaut musclé des forces spéciales. Vous allez l'étouffer! 300 hommes casqués pour déloger le propriétaire de cette maison verte. Vladimir, le petit retraité, passe même à la télévision pour défendre son voisin. Ils nous ont présenté des numéros de cadastre, mais ces numéros sont faux. Ils ont falsifié les documents. Mais rien n'y fera, la maison sera bel et bien rasée. Contre ces habitations d'un autre âge, les promoteurs offrent des appartements neufs, mais 2 fois plus petits. Un troc que refusent les habitants. Pourquoi? Voici l'explication. Mais non, ils n'ont pas ça à Paris. Chez nous, c'est la Russie. Ici, on fait des réserves. Pour l'hiver. Dans le nouveau Moscou, le coût de la vie a explosé. Et les revenus de ces retraités banlieusards n'ont pas suivi. Alors, les fruits et légumes de leur jardin qu'ils ont mis en conserve, ce sont autant de produits qu'ils n'ont pas à acheter. C'est pour ça qu'on se bat. C'est pour garder nos conditions de vie. Dans un appartement, on n'aurait rien de tout ça. Alors, pour protéger son bien et aider ses voisins, le petit retraité a créé un comité de défense de quartier. Ce matin, un des voisins vient de recevoir un avis d'expulsion. Tous dressent une barricade devant la maison menacée. Bien sûr, ce ne sont pas ces quelques planches de bois qui arrêteront les bulldozers, mais Vladimir tient à ce baroud d'honneur pour dénoncer ce qui est, selon eux, une injustice. Nos politiques servent avant tout l'intérêt des promoteurs. Ils devraient voter des lois qui nous protègent. Au lieu de cela, regardez cet avis d'expulsion. Ils vont mettre 5 personnes dehors, dont un enfant de 12 ans. Ici, les gens de cette maison. Et qui est responsable, selon vous? C'est le capitalisme qui est responsable. Il faut faire toujours plus de bénéfices, à tout prix. Là, on ne parle pas de bénéfices, mais de super bénéfices. Il est vrai qu'aujourd'hui,
Lénine ne reconnaîtrait plus son pays. Le mouvement de démocratisation amorcé par Gorbatchev a été transformé en capitalisme de casino sous l'ère de Boris Eltsine. La population pensait que les biens de l'État allaient être répartis équitablement entre tous les Russes. Mais des pans entiers de l'économie ont été bradés à quelques personnages qui possédaient déjà les clés du régime communiste. Résultat de ce capitalisme brutal, exporté en Russie par quelques experts américains, la libéralisation des prix sans contrôle a entraîné des millions de Russes de la classe moyenne vers la pauvreté. Avant cette thérapie de choc, la Russie ne comptait aucun millionnaire. En 2003, le magazine américain Fortune comptabilisait 17 milliardaires. Vadim Varshavsky, l'homme d'affaires qui nous a ouvert les portes de sa maison, ne possède que 600 millions d'euros. C'est la 115e fortune seulement de la Russie. On ne peut pas dire que je sois très riche. Je vis normalement, j'ai tout ce qu'il me faut, c'est tout. Vadim est modeste, à moins que ce ne soit du cynisme. En tout cas, il ne rechigne pas à livrer son secret. Une alliance entre le pouvoir économique et le pouvoir politique. Vadim Varshavsky est député à la Douma, l'Assemblée nationale russe. Ce n'est pas un hasard si parmi les 400 plus grandes fortunes russes, 30 sont membres du Parlement. Regardez, j'ai une vue magnifique sur le Kremlin. Vadim est député du parti au pouvoir, celui de Vladimir Poutine. C'est un grand plus pour les affaires d'être député. Ça vous donne plus de relations, de connaissances, de possibilités. Et puis c'est vrai qu'on vous écoute davantage quand vous parlez. Et rien ne vaut une démonstration. Vous allez découvrir l'étendue de son pouvoir à l'occasion d'un simple déplacement en province. Bien entendu, Vadim dispose de son jet privé. Ce jour-là, il l'utilise pour se rendre dans sa circonscription, à Rostov, à 1000 km de Moscou. Ce voyage n'est pas une simple visite de courtoisie à ses administrés. Vadim veut vendre à ce client anglais la production d'acier de sa toute nouvelle usine. Il y a quelques mois, il n'y avait rien à cet endroit. Aujourd'hui, c'est une aciérie flambant neuve, unique en Russie. Regardez comme c'est beau. Et je vais mettre plein de fleurs ici. Ah, je suis vraiment bluffé, je m'y attendais pas. Et ça vous surprend? C'est une usine toute neuve, on n'en voit plus comme ça en Europe. Et pour l'inauguration de son aciérie l'an passé, Vadim Varshavsky a frappé très fort. Le journal télévisé en a même parlé. Инвестор нового шахтинского металлургического предприятия, компания Star, пригласила в Ростов британскую поп-звезду Элтона Джона. Elton John en personne au fin fond de la Russie. Vadim Varshavsky est allé le chercher pour un concert spécial offert à toute la ville. Le député millionnaire a dû tout de même signer un gros chèque, 1 million d'euros pour une seule soirée. Mais les habitants de Rostov s'en souviendront longtemps. Je pensais pas qu'il pourrait venir un jour ici. C'était super classe, la musique, les chansons, tout. Sir Elton a été accueilli par le gouverneur de la région et par Vadim Varshavsky. En lui présentant la vedette anglaise, Vadim Varshavsky a voulu en mettre plein la vue au gouverneur. Et vous allez comprendre pourquoi. Le député Varshavsky a besoin de lui pour développer les affaires du millionnaire Varshavsky. Ici, on va bientôt lancer les travaux d'une seconde usine. Ce sera une aciérie comme celle-ci. Ce matin, j'ai vu avec le gouverneur. On a décidé qu'on ferait un lancement officiel des travaux au mois de juillet. Une affaire rondement menée. Retour à Moscou. Ce jour-là, Vadim Varshavsky doit rencontrer un investisseur. Pour ces rendez-vous, il dispose de son propre restaurant qu'il ferme au public à sa convenance. Et pour séduire et impressionner ses interlocuteurs, Vadim Varshavsky a une arme secrète, le cognac. Et ce cognac, c'est le sien. Certains millionnaires s'achètent des clubs de foot. Lui s'est offert en France 2 maisons de ce spiritueux, très apprécié de l'élite moscovite. Regardez ce qui se forme sur le verre. Il y a de jolies coulées. Ce cognac est très bon. Ça, ce sont mes vignobles. Magnifique, non? 80 hectares de vignes sur les meilleurs terroirs français. Une collection de crus hors d'âge
2 châteaux, dont une célèbre maison créée il y a 200 ans, vendue aux multimillionnaires pour une somme tenue secrète. Sur l'un des 2 vignobles, il ne faisait plus de cognac. C'est moi qui ai relancé la production et la marque. Vous voyez ce que je veux dire? Faut que je m'arrête là parce que j'ai encore du travail. Pour éviter que leur fortune insolente ne soit montrée du doigt, les multimillionnaires russes se lancent dans le charity business. La suite de Reporter, c'est dans un instant. Caviar, strass, paillettes et poupées russes, et les riches hommes d'affaires se lancent dans des opérations caritatives en faveur d'enfants déshérités. Pendant que ces orphelins passent un peu de bon temps, des milliers d'autres sont laissés pour compte et meurent doucement dans les rues de Moscou. Au volant de cette voiture de sport, nous retrouvons Constantin Andrikopoulos, l'expatrié français qui nous avait fait découvrir les nuits chaudes de Moscou. Ce soir, il va jouer un rôle important pour façonner la nouvelle image de certains millionnaires. Sa stratégie, le charity business. Le Français supervise une grande opération d'image mêlant stars internationales, millionnaires russes et enfants déshérités. Il s'agit de montrer qu'à Moscou, les riches commencent à venir en aide aux pauvres. 150 orphelins sont invités à venir patiner sur la place rouge. Ce genre d'opération est tout nouveau à Moscou. Les actions se multiplient, deviennent beaucoup plus importantes depuis 2-3 ans, en fait. Depuis l'afflux des nouvelles fortunes, des gens qui ont déjà tout eu, tout dépensé, et qui veulent vraiment donner un sens quand ils dépensent. Et face aux caméras de télévision sur fond de Kremlin, le discours est bien rodé. On ouvre notre patinoire pour les orphelins. On le fait avec grand cœur, car les actions de bienfaisance, c'est important. 19h, la star de la soirée, Natalia Vodianova, entre en scène. Après une jeunesse très pauvre, cette jeune femme de 26 ans est devenue la 7e top modèle la mieux payée au monde. Alors, en souvenir de son début de carrière à la Cendrillon, elle a monté une association pour venir en aide aux enfants déshérités. Constantin ne pouvait rêver meilleur symbole pour sa soirée. Ça t'a plu? Ça t'a plu? Nous sommes de l'orphelinat de Ribny. La prochaine fois, nous irons vous voir. Et toi, comme t'es mignon. À quelques kilomètres de là, loin des fastes de la place rouge, Djazour Faziev, lui aussi, soutient les jeunes déshérités, mais pas de la même manière. Chaque soir, ce chirurgien vient en aide aux enfants des rues. Il travaille pour le SAMU social de Moscou, une petite ONG créée sur le modèle de l'organisation française. L'association russe, faute de moyens, ne dispose que de 2 camionnettes pour parcourir les rues à la recherche d'enfants déshérités. Il serait 20 000 dans la capitale. Le jour, ils dorment. Alors c'est le soir qu'on peut les trouver. Car ils sortent travailler dans la rue. Ils font la manche devant les fast-foods ou à la sortie des bureaux. Ce soir, l'équipe de Djazour se rend dans le repère d'un groupe d'enfants dans les quartiers nord de Moscou. Salut. Bonjour. Ce jeune homme, c'est Victor. Il vit dans un squat qu'il a aménagé dans les ruines d'une ancienne discothèque. Son refuge, un cube de couverture verte dans le coin de la pièce. Ici, dans 9 mètres carrés, s'entassent 6 adolescents. Voilà dans quoi on vit. C'est plutôt modeste. Quelle température il fait ici? Ici? Oh bah ça doit être juste un peu plus que dehors. Il doit faire juste au-dessus de 0. 2 ou 3 degrés. Et vous êtes habitué à ça? Moi, ça va. Mais je dors en pantalon, comme ça je gèle pas.
Et moi, je dors en bonnet. Lui, il porte même ses bottes au lit. Mais non. Si, il est super frileux. L'été, il met des vêtements d'hiver. Et tu dors vraiment comme ça? Sous les couvertures, ça souffle fort par ici. On dort les uns contre les autres pour se réchauffer. Donc ça va, on a ce qu'il faut. On a des couvertures, mais ce serait bien d'avoir de bons matelas. Victor est le chef de cette petite bande. Ils se sont tous connus à l'internat d'une école de province. Chacun a son drame personnel qui l'a conduit à Moscou dans cette descente aux enfers. Victor est le seul qui accepte d'en parler. Ça fait 4 ans que je vis dans la rue. En fait, quand mes parents sont morts, ma sœur qui souffre d'alcoolisme a vendu l'appartement familial une bouchée de pain pour se payer à boire. Du coup, je me retrouve sans toit. On a tous notre part de malheur ici. Et qu'est-ce que fait le gouvernement, les députés? Rien du tout. Personne ne fait attention à vous, en fait. À part la police, non. Si Djazour, le chirurgien, est venu ce soir, c'est pour vérifier le résultat de leur test sanguin. Tiens, voilà les papiers. Je les ai envoyés au labo pour savoir s'ils n'avaient pas le sida ou une autre maladie. Dieu merci, ils n'ont rien. Tout va bien pour eux. L'organisation de Djazour est la seule à venir en aide à Victor et à ses copains. De retour à la camionnette, le chirurgien découvre que l'équipe a accueilli un autre groupe d'enfants. Ceux-là semblent un peu plus jeunes. Ils ont entre 13 et 14 ans. Tiens, du chocolat. C'est quoi cette connerie? Restez polis. Certains sont orphelins, d'autres ont fugué. Ils viennent ici se mettre au chaud, prendre des forces pour affronter la nuit et le grand froid de l'hiver moscovite. Les enfants apprennent à Djazour qu'ils ont été arrêtés par la police qui cherchait à démanteler un réseau de pickpockets. L'un d'entre eux a même été battu. Il vient se faire soigner dans la camionnette. N'étant pas de Moscou, il n'a pas le droit d'aller à l'hôpital. C'est Djazour qui va s'occuper de ses plaies. Fais voir. Prends ton temps. Dans le commissariat, ils m'ont frappé avec des matraques en fer. Un policier m'a même dit, de toute façon, on va tous vous expulser de notre quartier. La nuit à Moscou, la violence est partout. Une situation qui cause pas mal de problèmes au sergent Kourski. La police russe est beaucoup moins respectée qu'à l'époque du communisme. La police intervient ce soir dans cet immeuble. Des adolescents boivent de la vodka dans le hall à l'occasion d'un anniversaire. C'est interdit par la loi. Une voisine s'est plainte à la police, mais les jeunes refusent de quitter le bâtiment. Vos papiers, s'il vous plaît. Les fêtards n'ont pas l'air très impressionnés. Vos papiers, s'il vous plaît. Vous êtes en train de boire de l'alcool fort dans un endroit public. Je suis ici chez moi, je paie mes charges de copropriété. Je fais ce que je veux dans le hall de mon immeuble. Vous êtes en train de violer la loi. Bon, ben très bien, on range nos affaires et on rentre à la maison. Voilà. Mais vous êtes qui d'abord? Allez, on s'en va, ils n'ont aucune raison de nous arrêter. Vous allez nulle part, vous mettez vos manteaux et tous dans le fourgon. Les policiers vont devoir en venir aux mains pour conserver le contrôle de la situation. Une scène impensable du temps du communisme. Et ce n'est pas tout, la jeune fille refuse toujours d'obtempérer. Alors, comme dans les séries américaines, elle appelle son avocat. Sur quelle base vous nous arrêtez? Vous avez violé la loi. Il paraît que j'ai violé la loi. Quel article? L'article 20-20. L'article 20-20, il paraît. Finalement, après un quart d'heure de discussion, elle rejoindra elle aussi ses camarades. Maintenant, on va leur dresser un procès verbal pour ivresse sur la voie publique. Ils vont payer une amende. De combien? De 100 roubles. Une amende symbolique de 3 €.
Et pour la jeune fille? On va voir si elle risque une plainte pour outrage à magistrat. J'écoute. Un nouvel appel radio signale à la police la présence de 2 corps inanimés dans une ruelle près de la gare. Bien reçu. Dégagez, dégagez. Très vite, le sergent Kourski repère les 2 corps. Il pourrait s'agir d'un double homicide, car Moscou est aussi devenue la capitale du crime en Europe. En fait, ce sont 2 SDF pétrifiés par le froid. Debout. On se lève. Vous êtes en vie? T'es en vie? Allez, debout. Le couple est probablement sous l'emprise de l'alcool. Alors, ma belle, toujours en vie? Voilà une famille. Et qu'est-ce que vous allez faire d'eux? Il n'y a rien à faire. Un service spécial va venir les ramasser. Des gens comme ça, on ne va pas les prendre avec nous. Il fait moins 11 degrés. Les policiers n'appellent pas les urgences. Ils s'en remettent au passage hypothétique de la Croix-Rouge. À 10 mètres de là, un nouveau drame de l'alcoolisme. C'est à qui ces affaires? C'est à moi. Et qu'est-ce qu'elles font là? Bah, c'est à moi. Et vous êtes qui? Je suis son copain. Allez à la gare, vous réchauffer. Embarquez-moi au commissariat. J'aurai chaud là-bas. Je pourrais dormir 2-3 heures. Qui va te prendre au commissariat dans cet état? Tu seras pris en charge par un service spécial. Emmenez-moi là-bas. Un fourgon va venir. Où habites-tu? J'ai vendu mon appartement pour de l'alcool et je n'ai pas de travail. Pourquoi tu bois? Je bois ma vie. Scène de la misère ordinaire à Moscou. Une situation qui laisse de marbre le sergent Kourski. Il refusera jusqu'au bout d'emmener le SDF se réchauffer au commissariat. Depuis la chute de l'Union soviétique, l'alcoolisme fait 3 fois plus de victimes dans le pays chaque année. Le dernier palmarès des milliardaires réalisé par le magazine Forbes vient tout juste de sortir. La Russie est encore en progression. 35 nouveaux riches ont obtenu le statut de milliardaire en dollars cette année. Avec ce classement, la Russie talonne désormais les États-Unis. Dans le même temps, un Russe sur 5 vit avec moins de 4 $ par jour. Vladimir Poutine, ex-président russe, aujourd'hui Premier ministre, a fait de la lutte contre la pauvreté l'une de ses priorités. Merci de nous avoir suivis et très bon week-end à tous.